La parité, comme l'a dit Steve, qui s'améliore dans les grandes villes, puisque 5 des 10 plus grandes villes devraient être tenues par des femmes. Je dis devraient parce qu'on va parler de Marseille dans quelques instants. Mais en revanche, seulement 20% de femmes dans la totalité des communes. Oui, bon, la parité partout progresse. Au niveau des élus, des conseillers municipaux, on a une parité presque parfaite puisqu'il y a des obligations au niveau des candidatures. Après, évidemment, c'est au niveau des responsabilités exécutives qu'il y a la plus grosse difficulté. Mais on constate qu'effectivement, année après année, mandat après mandat, eh bien, il y a le progrès. La dernière fois, il y a eu Paris qui avait effectivement là aussi basculé. Maintenant, peut-être Marseille. Il y a quand même de bonnes chances parce qu'il y a 2 chances sur 3 que ce soit une femme. Parce que si c'est pas Michel Rubirola, ce sera sa challenger. Mais s'ils s'accordent sur un entre-deux, peut-être choisiront-ils un homme. Ça, on ne sait pas. Et montrer qu'ils peuvent diriger des villes au-delà des questions traditionnelles d'écologie. Et oui. au-delà de l'exemple de Grenoble, qui est un exemple réussi. Ça, c'est la responsabilité de n'importe quel maire, d'être en mesure de diriger une ville. Et en réalité, la question ne se pose pas seulement pour les écologistes, se pose pour n'importe quel maire nouvellement élu, pour peu qu'il soit jeune et au pire une femme. Là, tout le monde lui tombe dessus en disant est-ce qu'il va être capable. Et l'expérience passée a montré que justement, les équipes municipales étaient parfaitement à mesure d'assumer leurs responsabilités, pour peu qu'il y ait un parti politique derrière, effectivement installé et qui joue son rôle d'accompagnement dans la gestion des collectivités. Marseille, c'est le feuilleton sans fin, Jean-Philippe de Rosier. Oui, on a là toute la difficulté de ces communes, il y en a 3 en France, non pas à triple niveau, mais quadruple niveau en réalité. On dit toujours l'élection du maire, c'est le 3e tour. Et là, c'est presque le 4e tour, puisque à Marseille, comme à Paris et à Lyon, on vote dans des arrondissements ou des secteurs. Dans ces arrondissements, il y a un certain nombre d'élus qui vont siéger au conseil municipal, c'est-à-dire de l'ensemble de la ville, mais il n'y a pas l'effet mécanique qu'il y a dans toutes les autres communes où celui qui arrive en tête remporte la moitié du conseil municipal, puisque c'est le cas dans chacun des secteurs. Et le jeu arithmétique peut faire que finalement, on a gagné l'élection, mais on n'a pas suffisamment d'élus pour avoir une majorité. Et on le voit là très clairement avec Michel Rubirola, qui a gagné, mais qui n'a que 42 conseillers sur les 51 nécessaires pour avoir la majorité absolue. D'où des tractations, effectivement. On ne sait pas qui sera le maire de Marseille, mais il y a une chose dont on est à peu près sûr, dont on devrait être sûr, c'est que ce ne sera pas Martine Vassal. Parce que si c'est Martine Vassal, c'est une véritable trahison pour les électeurs. Martine Vassal a été battue. Elle a été doublement battue puisqu'elle conduisait la droite à Marseille. Elle n'a pas la majorité, elle arrive 2e. Et dans l'arrondissement, dans le secteur où elle devait être élue, elle a elle-même, là, été battue localement. Donc, confier la mairie de Marseille à quelqu'un qui a été doublement battu, ce serait une véritable trahison pour les électeurs. On peut se retrouver avec un blocage total, du coup ? Alors, le blocage total, j'y crois assez peu, en tout cas au niveau de l'élection. Parce que il faut la majorité absolue au 1er tour, mais au 2e tour de l'élection du maire, la majorité relative suffit. Donc, Michel Rubirola peut être élu avec 50 voix, c'est-à-dire dans l'hypothèse où Samia Ghali se rallie au printemps marseillais et à Michel Rubirola, par exemple avec un poste de première adjointe, ça fait 50. Et la question, elle se rallie à personne. Alors, il y a cette question-là où elle se rallie à personne, mais j'ai tendance à croire, en fonction de la morphologie du vote marseillais, des intérêts politiques de Samia Ghali aussi, qu'il y a presque plus de possibilités, de probabilités que Samia Ghali se rallie à Michel Rubirola que Bruno Gilles à Martine Vassal, alors qu'il a dit et martelé, et même encore après les résultats du scrutin, qu'il ne voterait pas pour Martine Vassal, qu'il ne voterait pas non plus pour Michel Rubirola, mais il peut très bien s'abstenir. Donc il suffit d'une abstention. Avec une abstention, on n'est plus qu'à 100 voix, et à ce moment-là, on peut peut-être voir la question, ce sera surtout que fera le Front National. Est-ce qu'ils feront un cadeau empoisonné à quelqu'un en votant, ou est-ce qu'eux vont s'abstenir ? Parce que pour le coup, si eux s'abstiennent, Michel Rubirola passe en tête. Nancy, Metz, une victoire des LR, une victoire du PS. Est-ce que finalement, c'est un petit peu symbolique de ce qu'ont été ces municipales, 2 partis qu'on disait moribonds il y a encore 3 ans et qui finalement renaissent grâce à leurs élus locaux ?
De façon plus globale, Nancy et Metz sont des exemples, mais de façon plus globale, pour répondre à votre question, oui, les partis traditionnels, ce qu'on appelait les partis de gouvernement, et qu'on va peut-être appeler à nouveau les partis de gouvernement, de la droite et de la gauche, jouaient très gros lors de ce scrutin, en particulier le Parti socialiste qui était largement défait depuis 2017, et les européennes n'ont pas véritablement annoncé un nouveau souffle. Là, on voit qu'avec les municipales, effectivement, ils commencent véritablement à renaître, et ils jouaient gros. Pourquoi ? Parce que ce sont les élus municipaux, les élus de terrain qui vont rayonner et vont lui permettre de conserver son implantation locale pour obtenir ensuite d'autres élus qui tiennent une autre clé fondamentale qui est celle des finances, puisque les autres élus, ce sont les élus nationaux au Parlement et ce sont eux qui apportent l'argent aux partis, je parle là pas seulement du Parti socialiste mais aussi de tous les partis, pour pouvoir exister. Et à ce niveau-là, La République En Marche a perdu gros lors de ces élections, beaucoup plus gros que notamment le Parti socialiste il y a 6 ans, parce qu'elle n'avait déjà pas ou très peu d'élus de terrain et elle n'en a pas davantage maintenant, si bien qu'elle peine à s'implanter comme elle l'espérait grâce à ces élections. Aurélien, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette poussée écologiste, mais est-ce que ce ne sont pas les Républicains et le Parti socialiste qui sortent vainqueurs de ces élections ? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu l'effet de loupe sur les Verts qui prennent des grandes villes, et c'est important. Mais derrière, on a quand même les Républicains qui ont plus que résisté. C'était difficile de faire mieux que la dernière vague bleue, où ils avaient conquis un nombre de villes moyennes et de grandes villes juste en dessous des métropoles qui était très important. Et le PS également. Et au final, en termes de stock, même si le terme n'est pas très joli, le PS reste présent dans de nombreuses villes, des villes moyennes, des grandes agglos, des métropoles, a même reconquis Montpellier. Donc pour le coup, s'il y a bien un parti qui a consacré son ancrage territorial, alors il a d'autres ambitions, mais en tous les cas, il lui reste au moins cet ancrage territorial sur lequel rebondir pour plus tard. Et est-ce que ces ambitions, elles pourraient être assouvies, Jean-Philippe de Rosiers ? Est-ce qu'il n'y a pas, notamment chez le Parti socialiste, un risque de n'être qu'un parti d'élus locaux, finalement ? Oh non, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, ces élections le montrent. On a mis le focus sur les Verts. Mais en réalité, oui, parce qu'il y a eu des victoires symboliques portées par un tête de liste vert. Mais dans de très nombreux cas, à Bordeaux, par exemple, ce sont des listes d'union de la gauche, portées par un vert, mais parfois portées par un socialiste. Paris, c'était une liste d'union de la gauche, portée par une femme, Anne Hidalgo. Et il y a d'autres villes, Lille, où le Parti socialiste a gagné contre les Verts, d'autres villes où les Verts ont gagné contre le Parti socialiste, je pense à Poitiers. Ou Strasbourg. Et donc il y a globalement, ce qu'il faut retenir, cette dynamique d'union de la gauche, et c'est cela qui a toujours fait la dynamique du Parti socialiste, et je crois que là, justement, c'est dans cela qu'il s'inscrit. Maintenant, il faut qu'il la porte, il faut qu'il ait quelqu'un pour la porter, c'est là où il y a un gros point d'interrogation pour ce parti, et qui va lui permettre de rebondir et d'aller de l'avant. Donc je ne pense pas que ce soit qu'un parti d'élus locaux. La claque qu'il a pris en 2017 est très importante et il faut du temps pour se reconstruire, mais lorsqu'on se souvient dans les années 60-70, il a mis beaucoup de temps à accéder au pouvoir. Je ne sais pas si ça prendra autant de temps, plus ou moins, mais il y a une dynamique qui s'est installée. Et l'autre sujet sur lequel Emmanuel Macron est attendu, c'est l'écologie, l'environnement. Que faire dans la suite du quinquennat ? Il a donné une première réponse lundi devant la Convention citoyenne, avec notamment cette idée de référendum. 2 référendums, pour qu'on soit bien clair, Jean-Philippe de Rosiers, est-ce que des référendums sur un tel sujet sont possibles ? Alors, des référendums, pour être clair, des référendums sont possibles sur tous les sujets. Ça dépend quel type de référendum. Parce qu'il a aussi évoqué la possibilité d'un référendum constitutionnelle. Donc, dans le cadre d'une révision constitutionnelle, et là, il n'y a pas de limitation, sauf une limite qui est la forme républicaine du gouvernement, mais je ne pense pas qu'il veuille rétablir la monarchie. Encore que peut-être, mais en tout cas, là, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Mais pour faire un référendum constitutionnel, il faut au préalable que les 2 assemblées s'accordent sur un même texte, Assemblée nationale et Sénat. Et je suis assez réservé, assez sceptique sur les chances de succès d'un tel procédé. Pourquoi ? Parce que une révision constitutionnelle qui aboutit, c'est une victoire du président de la République. Et à mesure que l'on s'approche de 2022, je ne suis pas sûr que le Sénat soit véritablement disposé à faire un tel cadeau au président. Maintenant, l'autre type de référendum, c'est le référendum législatif sur l'article 11 de la Constitution. Et là, pour le coup, on est limité dans les domaines, mais l'environnement est possible. Quel
quelles questions environnementales, les questions de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Tout ça, c'est possible. Mais l'écocide, parce qu'il y a véritablement cet enjeu-là, l'écocide, on est à mi-chemin entre la politique environnementale et surtout la politique pénale, puisque c'est réprimer un crime. Et là, pour le coup, la politique pénale ne rentre pas dans le champ de l'article 11. Donc, un référendum proprement sur l'écocide serait quand même assez difficile à réaliser. Bon, et le chemin est encore